Bonjour à tous. Euh, Merci à tous d'être connectés pour ce petit webinaire sur le logement passif. Je suis Sylvain Couat, je travaille pour la région des Pays de la Loire. Je suis accompagné de Arnaud Hervé pour les services de l'État et de Pierre-Yves Legrand de Novabuild, notre partenaire sur la construction durable. On est réunis aujourd'hui pour discuter un petit peu du logement passif et notamment sur le logement des jeunes, puisque la région et l'État ont chacun des politiques et des objectifs sur ce sujet-là. Et face aux différentes difficultés que peuvent rencontrer les maîtres d'ouvrage pour réaliser des projets passifs, on avait décidé d'organiser cette petite conférence afin de casser un petit peu les a priori qu'on peut avoir sur le passif et de donner les clés aussi pour réussir son projet. Aujourd'hui, nous allons avoir un retour d'expérience sur une opération réalisée par Vilogia, accompagnée par la SCOP d'architecte PADW, et une petite introduction d'un membre du groupe de travail carrément passif, animé notamment par Novabuild, par la présentation de Monsieur Tugdual Alain, qui nous expliquera ce que c'est que le passif. Avant ça, Arnaud, si tu as un petit mot à dire sur le logement. Oui, merci. Merci Sylvain. Si l'Adréal s'est engagé avec la région pour promouvoir la construction passive pour le logement des jeunes, c'est d'une part parce que l'Adréal, en tant que pilote de la politique du logement pour les services de l'État, a beaucoup d'ambition en matière de construction de logements, notamment des logements sociaux. Encore 8000 logements sociaux nouveaux cette année sont dans la programmation, avec des programmations spécifiques sur le logement étudiant. Ça n'empêche qu'il y a aussi l'objectif de promouvoir la qualité de ces logements. Et on voit bien qu'avec le contexte économique et le contexte de réchauffement climatique, avoir de l'ambition dans la construction, c'est d'autant plus opportun. Et plus on construira de logements passifs, je pense, mieux ce sera, notamment pour les usagers. Et c'est aussi pour ça qu'on construit et on essaye de répondre aux besoins au logement dans la région. Merci Arnaud. Pierre-Yves, si tu veux présenter rapidement le GT carrément passif. Oui, merci Sylvain, merci Arnaud. Effectivement, pour nous, avant même ce groupe de travail, ce qui nous paraissait important, c'est de redire que le passif, ça a été et c'est toujours un cadre de référence extrêmement utile, efficace pour le neuf. Aussi en termes de rénovation, parce que la performance thermique, c'est quand même le sujet sur lequel on travaille, la filière travaille depuis maintenant plus de 10 ans, et c'est intéressant d'avoir cet objectif-là, à la fois donc en termes de cadre de référence. Alors il y a eu un moment, au moment de l'arrivée de la RE 2020, avec les objectifs carbone, on s'est dit, bon, on ne peut pas tout faire, et on va être de plus en plus dans la décennie à se demander par moment, mais comment est-ce qu'on peut tout faire? C'est clair que les sujets sont assez complexes, mais on le voit bien, et Arnaud l'a dit à l'instant, que cette question de la performance thermique, elle a un impact carbone, et vous savez que c'est le sujet de Novabuild, hein, de savoir comment on peut faire rentrer l'ensemble de la filière dans une stratégie de baisse de nos émissions de gaz à effet de serre. Elle a un impact puisqu'on diminue drastiquement les besoins en énergie d'un logement, et elle a un impact social, puisque, Arnaud le disait très clairement à l'instant, faire diminuer les coûts de consommation d'énergie pour les habitants, c'est quelque chose d'essentiel. Et donc, comme c'est pas si simple que ça, on a voulu, avec un groupe, et il se trouve qu'en Pays de la Loire, on est dans une région où il y a énormément d'acteurs qui savent faire du passif. Il y a une centaine de personnes dans ce club carrément passif, animé par Novabuild en lien avec Atlanson et Fibois Pays de la Loire. On est en capacité à vous donner, pour ceux qui se posent des questions, à la fois des références en termes de savoir-faire, mais aussi des références en termes de retour d'expérience et d'ouvrages réalisés. Et donc, c'est à ça que sert ce groupe, et peut-être que Tugdual en dira un petit peu plus dans quelques instants. Merci Pierre-Yves. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet par une petite introduction sur le passif, justement, par Tugdual Alain. Alors, il n'est pas encore sur scène, mais il ne va pas tarder à nous rejoindre. On a été
plus rapide que la musique, Sylvain, je crois. Voilà, il arrive. Tac. C'est bon, vous m'entendez bien? Oui, à toi la parole, Tugdual. Ok, c'est parti. Eh bien, bonjour à tout le monde, d'abord. Merci à Novabuild vraiment de promouvoir le passif. Et c'est vrai qu'en Pays de Loire, on a la chance d'avoir les acteurs. On a des régions en France où c'est pas le cas. Je vais vous faire un petit tour prendre un petit peu de hauteur, vous dire un petit peu ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, en France, au niveau passif, environnemental, etc. Au niveau monde, ce qu'on constate, c'est que c'est un label qui est en train de s'asseoir réellement. On a des pays comme l'Écosse, qui est en train d'exploser, l'Angleterre, les USA. Un des premiers qui sera le premier dans 2 ans à peine, ce sera la Chine. Voilà, parce qu'ils ont tout simplement des vrais problèmes énergétiques. Et pour être sincère, ils payent le vrai prix de l'énergie, eux. Voilà. Donc le passif a toutes ces ressources. Il n'y a pas 3 semaines, je formais des archis et des bureaux d'études au Sénégal, voilà, sur le passif. Donc au niveau monde, il y a vraiment une assise du passif. En France, il y a un tournant depuis l'année dernière, vraiment le début de l'année dernière, et aujourd'hui, c'est vraiment en train de se passer où on n'est plus dans l'innovation, on passe dans ce que j'appelle la majorité précoce dans la diffusion des innovations, c'est-à-dire des grands groupes, des grandes entités, Rouen, département Seine-et-Marne, des villes comme Poissy aussi, Lille, qui se mettent à construire systématiquement en passif. Donc, on n'est plus dans les projets pilotes. Tours aussi s'y met, voilà. Et des groupes privés, ça c'est nouveau. Des groupes privés, je cite Nacara, où ils vont sortir 25% de leur logement passif en 2024. Enfin, ils auront 25% de leur programme et 100% de leur tertiaire. Voilà. Donc on sort un peu de cette période pionnière et ça fait du bien. Et en Pays de Loire, effectivement, il y a Carrément Passif, notre groupement, où on a la chance d'avoir les acteurs et les gens qui savent faire. Au niveau France, il y a alors je fais la pub de Passibat, voilà, qui va être le 28 et 29 mars à Paris, avec deux axes sur la rénovation passive et sur la maîtrise d'ouvrage passif. Quelles sont les particularités vis-à-vis des maîtres d'ouvrage? Comment faire pour être sûr que ça fonctionne bien? Le pourquoi, c'est très simple. Le passif répond à peu près à tous les besoins sur la partie énergie. On parlera un petit peu construction après. Sur la partie énergie, à la fois au niveau sociétal, sur la sécurisation des approvisionnements en énergie, parce que quand vous n'avez pas à la consommer, eh ben, vous êtes sûr de ne pas avoir de problème. Voilà, tout c'est bête et méchant. Donc, problème de réseau, problème de production, ça répond à tous ces besoins-là. Vis-à-vis des maîtres d'ouvrage, il est clair qu'on a des retours d'expérience aujourd'hui qui permet vraiment de dire qu'en termes d'investissement, on garde le capital que l'on a investi. Il n'est plus lié à telle réglementation ou même à l'évolution du prix de l'énergie, puisqu'on a des bâtiments qui sont très économes. Et surtout des utilisateurs. J'avoue que quand Juliette m'a parlé de ce projet, ça m'a ramené à peu près 25 ans en arrière, où j'étais étudiant, jeune travailleur, et où j'avoue que 100 €, c'était important pour moi, parce que je n'avais pas beaucoup de ressources. Eh bien, j'aurais bien aimé habiter un logement passif, clairement. Plutôt que dépenser mon argent dans du chauffage totalement inutile, j'aurais préféré le dépenser en sortant avec les copains, même si je le faisais quand même. Mais du coup, je ne me chauffais pas beaucoup. Et l'argent est une ressource, l'énergie est une ressource, c'est clair.
Mais l'argent est une ressource importante pour moi. On vit dans une société où il faut être clair, même si tout le monde se plaint, on est quand même dans l'abondance. Faut pas rêver. Quand je suis allé au Sénégal, ça m'a un petit peu remis les pendules à l'heure. L'argent est une ressource rare, comme l'énergie. Et il est important pour moi, si on veut que ça se diffuse, qu'on fasse des projets de ce type, de ce que vous allez voir, où c'est optimisé, où on peut construire, comment dire, du passif à des coûts totalement maîtrisés. Si des investisseurs privés y vont, c'est pas pour rien. Et aujourd'hui, on a de la chance. Il y a deux choses qui sont en train d'arriver en même temps. C'est-à-dire que les technologies pour faire du passif sont matures, clairement. Aujourd'hui, tout ce qui est isolant, on trouve des isolants à forte épaisseur. On me parle du triple vitrage. Quand je vois que ça coûte 6 à 7 euros de plus-value en mètre carré de menuiserie, franchement, on y va pas, mais ça ne change pas le périmètre budgétaire du projet. Il reste encore les problèmes des menuiseries. En ventilation, vous avez des systèmes type Blue Martin qui permettent de faire des tout petits logements ou du préfa, de les mettre dans les murs, comme vous avez des Swagon et des Menerga à 12 000 m3 en ventilation pour du gros tertiaire. Il n'y a pas de souci, les technologies sont là. Il reste encore la problématique des menuiseries, mais ça va arriver. Et on a donc des prix du passif qui diminuent, clairement, d'année en année. Moi, sur le tertiaire, clairement, on se bat uniquement en disant on construit du passif moins cher que du RE20, c'est clair. Merci la RE20 pour ça. Parce que ça augmente légèrement le coût de la construction. Et le coût du passif diminue. Voilà, donc on arrive à cette tendance où on a les deux courbes qui se rejoignent. Donc, c'est déjà vrai pour le tertiaire. En logement, c'est encore un petit peu juste. On a encore quelques pourcents en plus, et encore, franchement. Et la RE20, enfin, entre le passif et la RE20, il va se passer la même chose que ce qui s'est passé avec les BBC et RT12. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous dit que la RE20 est suffisante. En passif, on consomme toujours 2 à 3 fois moins. Voilà, c'est 3 fois moins de chauffage, en tout cas, ça c'est clair. Et on peut se passer de clim avec des conforts énormes par rapport aux périodes de canicule qu'on va encore connaître dans le futur. Là, il revient apporte quand même une dernière chose qui est vraiment importante, qui n'est pas liée au passif, mais qui est liée au bilan carbone. Donc ça, c'est une très bonne chose, j'avoue. Elle est plutôt bien faite, pas si mal faite que ça. Voilà, on peut toujours faire mieux, mais bon. Et c'est un ensemble. Voilà. C'est à peu près ce que je voulais te dire par rapport à la RE20. Une des difficultés, donc il y a toujours le changement d'habitude, ça c'est comme ça, de construire passif. Changer les habitudes, c'est compliqué. Et surtout, vous allez voir, on ne peut faire du passif qui fonctionne que si on fait de la qualité. Voilà. Qualité de programmation vis-à-vis de la maîtrise d'ouvrage, de savoir ce qu'ils achètent, tout simplement. Donc il faut qu'ils soient à minima sachants. Qualité de la conception architecturale, parce qu'on peut tout faire en passif, il n'y a aucun problème. Après, c'est juste une histoire d'argent. Qualité technique, de conception technique, donc des bureaux d'études, etc., où c'est plus les fluides qui sont importants, mais la thermique du bâtiment. Et qualité de construction des entreprises. Voilà. Donc on a tout ça. Les entreprises savent faire, pour peu qu'elles le veuillent bien. Et c'est vrai qu'on s'est trop habitué à la non-qualité dans le bâtiment, compris RE20. Donc c'est ça la difficulté que l'on a aujourd'hui. Le message que je veux vraiment vous faire passer, c'est qu'il faut y aller. Il faut y aller, et c'est maintenant. On est au début de la généralisation du passif. Ça va prendre encore 10 ans, il ne faut pas rêver. Mais ceux qui n'iront pas vont se retrouver après, dans la majorité un peu tardive,
et vous allez juste suivre. Voilà. Aujourd'hui, pour vous donner envie, alors qu'on est relativement un bureau d'études, hein, mais on accède à des marchés de 15, 20, 30 millions. Voilà. On est passé à une autre échelle et ça va se généraliser. Voilà. Donc ceux qui sont maintenant vont prendre l'expérience, accéderont à ces marchés. Ceux qui viendront après prendront ce qui reste. Voilà. Donc, j'espère vous avoir donné envie. Vous allez voir un très beau projet qui a complètement du sens, à la fois pour tout le monde, pour la maîtrise d'ouvrage, pour la société. En plus, ils produisent. Et surtout pour les jeunes. Voilà, pour les gens, vaut mieux qu'ils aillent dépenser une bière avec leurs amis dans un café plutôt que de le dépenser à donner de l'argent à un producteur d'énergie qui, lui, n'en a pas besoin. Merci à vous. À bientôt, à tout à l'heure, peut-être pour répondre à des questions. Merci TucDual, merci pour cette introduction très riche. On va tout de suite laisser la parole donc à la présentation du projet, donc à Bruno Violo et Fabien Lasserre pour la présentation de la résidence de 45 logements qui a été certifiée Passive House. Dès qu'ils seront montés sur scène. Bonjour à tous. Donc, Fabien Lasserre, moi je suis responsable de l'innovation technique chez Vilogia. Et bonjour, Bruno Violo, je suis co-gérant de la scope d'architecture PADW. Alors, je vais commencer rapidement par vous présenter le projet. Donc, Vilogia, qui nous sommes un bailleur social qui intervient sur l'ensemble de la France. On gère à peu près 80 000 logements. On a des logements sociaux, de l'accession sociale et également des résidences, soit pour les jeunes travailleurs, comme celui de la Fleurier, mais également pour les seniors ou pour les étudiants. On a lancé à partir de notre projet stratégique à partir de 2014. Alors oui, on est originaire du Nord, hein, le siège est basé à Villeneuve-d'Ascq, à côté de Lille. C'est là où on a la majorité de notre patrimoine. On a lancé à partir de 2014 dans le plan stratégique une réflexion pour voir comment on pouvait préparer à l'époque ce qu'on appelait donc la RE 2020 et réduire au maximum les factures d'énergie de nos locataires. Donc on avait identifié la certification passive qui date du milieu des années 90 et qui est diffusée en Europe. On s'est dit, autant prendre ce qui existe déjà et ce qui a été déjà éprouvé. Donc, on s'est dit qu'on ne pouvait pas faire guère mieux qu'un bâtiment sans chauffage et qui, en plus, pouvait résister aux différentes vagues caniculaires. Et en plus, qui permettait d'avoir un investissement plutôt dans l'isolation des bâtiments, c'est-à-dire quelque chose qui est amorti financièrement, plutôt que dans des systèmes actifs. Donc, c'est pour ça qu'on a fait le choix du passif. Et on s'est dit, on ne va pas faire juste une vitrine. C'est ce que M. TucDual... Monsieur Alain, parlait au niveau de la sortie de la majorité précoce de l'innovation. On s'est dit on va en faire plusieurs et on a lancé une vingtaine de projets de construction certifiés Passive House sur l'ensemble de la France qui représente un peu moins de 700 logements avec différents types de produits, dont une résidence étudiante, là celle-ci de la Fleurier. On a une résidence senior aussi à côté de Metz et on a plein de logements dans différentes villes, que ce soit à Lille, en région parisienne, Lyon, Bordeaux, etc., pour tester ça sous différents climats et pour voir si ça remplissait ses objectifs. Donc, on a vraiment, je crois qu'on est le bailleur qui a vraiment le plus investi sur les bâtiments passifs. Les résultats, en tout cas, je vais parler un peu très rapidement des résultats sur la Fleurier. Donc, la Fleurier, le PC a été déposé en 2014, on est en conception-réalisation. C'était livré entre 2016 et 2017, puisqu'il y a 4 bâtiments pour 110 logements, dont 45 logements pour jeunes actifs, qui sont des logements d'une grosse vingtaine de mètres carrés. Les résultats, ce que nous avons actuellement, c'est des résultats très positifs. Ça a été suivi par le bureau Wigwam pendant 2 ans pour voir un peu ce que ça donnait, puisqu'on a quand même des surcoûts qui étaient de l'ordre de 15% à l'époque par rapport à la RT 2012. Donc, on voulait voir si c'était... si ça remplissait les objectifs, en tout cas du surinvestissement. Ça le remplit totalement.
On n'a déjà, on n'a aucune plainte de la part des locataires, donc c'est plutôt positif. Au niveau des entretiens qu'on a menés avec les locataires, ben, bizarrement, ils ne se rendent pas trop compte de la faible charge qu'ils ont en facture d'énergie. Pourtant, elle est très faible, hein, elle est à 100 € eau chaude plus chauffage pour les studios, donc à 100 € TTC par an. 100 €. Donc, ça laisse complètement rêveur. Mais ce n'est pas la première chose qui est mise en avant. Ce qui est mis en avant, c'est que c'est très lumineux, puisqu'en effet, quand on construit en passif, on a des ouvrants qui sont plus lumineux, que c'est très calme également, qu'il y a une bonne qualité de l'air, une très bonne qualité de l'air, et une température très confortable, que ce soit en hiver ou en été aussi. Les différents relevés de température montrent qu'on monte guère au-dessus de 25-26 degrés, même quand il fait 38 degrés, à Carquefou. Donc, ça remplit vraiment, ça coche toutes les cases. Nous, on est très contents d'avoir ces bâtiments qui, au final, sont adoptés par les locataires comme des bâtiments normaux, qui remplissent leurs objectifs en termes d'émissions de CO2, de consommation énergétique et de résilience climatique. Il y a un point quand même sur le comportement, parce qu'on parle souvent du comportement. C'est un comportement en été qu'on a vu, c'est que les gens doivent avoir un bon comportement quand même en été, baisser leur store quand il fait trop chaud l'été pour éviter d'avoir des apports massifs, ouvrir quand il fait plus frais pendant la nuit. Et ça, c'est des choses qu'on doit rappeler quand même régulièrement. Les problèmes qu'on a, c'est les personnes qui ne suivent pas ces consignes, qui sont trop habituées à avoir des bâtiments en fait, qui sont mal isolés ou depuis d'avoir perdu en fait, ces bons réflexes. Là, dans ces cas-là, on peut avoir en effet des problèmes. Et je dirais que ça, c'est du bon sens qui a été développé par tout le monde avant et qu'on a un peu perdu. Donc voilà brièvement un retour très positif pour nous. Ce retour qu'on a sur les logements étudiants, on l'a sur tous nos autres bâtiments. Vous allez me dire, dans ces cas, pourquoi pas avoir fait plus de logements étudiants? On était dans une phase vraiment d'exploration sur différents climats et différents types de projets. Maintenant, on a récolté tous ces retours qui sont très positifs et on va voir comment on réoriente un peu tout ça, le passif sur tel produit. Est-ce qu'on se focalise en effet sur le passif sur des résidences seniors et des résidences étudiantes où on a un schéma de redevance, ou alors est-ce que l'on diffuse à l'ensemble? Voilà, là on a fini notre phase pendant 7 ans d'innovation, on va dire. Et on va voir comment on met ça d'une façon beaucoup plus courante dans notre production. Je laisse la parole au concepteur de ce beau bâtiment. Oui, merci pour la transition. J'ai des curieux derrière moi, je suis désolé. Donc, en fait, on va juste évoquer les éléments clés pour nous qui ont permis de réaliser cette conception et d'atteindre ces objectifs. Nous, ce qu'on en retire, c'est 3 éléments essentiels. C'est comme on peut le comprendre assez facilement, c'est la continuité de l'enveloppe isolante. Donc, c'est la question des traitements des ponts thermiques, plus que sur d'autres projets. Aussi les épaisseurs d'isolants. Donc tous ces éléments doivent être vus en conception et bien appréhendés. Le choix des isolants et des techniques, comme le disait Monsieur Toile, alors nous on l'a fait il y a quelques années, donc on peut rentrer dans des problématiques d'approvisionnement ou de disponibilité de ces matériaux. Par exemple, rien que l'épaisseur des isolants à utiliser, des fois on n'était pas dans les standards à l'époque. Maintenant ça a évolué. La question du triple vitrage par exemple aussi, c'est voilà. Donc faut que ces éléments évoluent pour que ce soit plus simple à concevoir. La question des balcons désolidarisés, c'est-à-dire qu'on est sur une enveloppe continue, donc le moins d'accroche possible de l'extérieur. Donc tout ça, ça demande un peu d'anticipation et d'intégrer ça dans la conception. Le plan d'étanchéité qui est quand même lié à cette enveloppe, la performance de cette enveloppe. Donc faire un plan d'étanchéité, on va dire réaliste. Pas que sur le papier, mais qui soit concevable sur le chantier. Là, nous, on a
entre guillemets, on a construit en béton, donc en fait, ce plan d'étanchéité est naturellement obtenu quand on construit des parois en béton. Le retour d'expérience montre que nous, on a eu quelques soucis sur d'autres modes constructifs, mais ça, on en parlera un peu plus tard. Le traitement des percements est plutôt on va dire les réseaux sortants et entrants en dehors de cette enveloppe étanche. Mais bon, ça aujourd'hui, ça commence à rentrer dans les mœurs. Comment on crée le moins de passages possible pour pouvoir maîtriser ces percements et étancher ces percements. L'intégration des équipements, donc ça c'est à la fois sur l'intégration physique, comment la répercussion de l'enveloppe isolante par rapport à ces équipements. Par exemple les gaines, voilà, comment on les traite, comment on isole au-dessus, en dessous, enfin bref, il y a tout un tas de questions à se poser qu'on n'a pas forcément dans des projets RE. Et puis et surtout, je pense que ça c'est ça correspond aussi aux 2 points d'en haut, c'est la synergie qu'il est nécessaire d'avoir avec les études thermiques, alors avec les bureaux d'études. C'est-à-dire comment on conçoit en ajustant et en faisant des allers-retours sur, par exemple, on découvre qu'il y a un pont thermique, comment on le traite, sous quel angle, sous quel niveau d'isolation? Est-ce qu'il peut être compensé? Voilà, et donc il y a un recalage assez régulier entre les problématiques qu'on trouve en conception et la performance qu'on cherche. Et donc, il nous faut un retour des bureaux d'études sur alors, ça peut être un retour très calculatoire ou ça peut être un retour très d'expert, en fait. Et donc, le choix des systèmes qui a un impact certain. Parce qu'il existe quand même différentes technologies et ces technologies ont un impact sur la conception. Voilà en gros les 3 grands points qu'on voulait évoquer et qui nous semblent être importants d'évoquer dans la conception d'un projet. Alors je vais passer des plans un peu plus précis pour pointer en fait les éléments alors c'est pas exhaustif, hein, mais au moins ça a le mérite d'être visuel. Donc il y avait le premier point, c'était la question des triples vitrages et c'est pas forcément moi j'ai relevé en discutant un peu avec les gens qui sont intervenus à la fois sur le chantier et sur la conception. On a eu 2 problématiques. La première, c'est de trouver ce type de produit, mais à l'époque, il y a quelques années, j'espère que ça devient plus simple de s'en procurer. Et donc la difficulté de trouver des fournisseurs. Et puis la deuxième difficulté, mais c'est tout bête, c'est de différencier un triple vitrage d'un double vitrage sur le chantier. Voilà, on avait du double vitrage au sud et des triples au nord. Donc bien les identifier pour pas faire d'erreur et que ça soit contre-productif. Parce que vous l'aurez compris, le triple vitrage sert à plus isoler au nord parce qu'on a plus de déperdition que d'apport, mais au sud, on garde des doubles vitrages pour avoir des apports supérieurs qui sont supérieurs aux déperditions qu'on peut avoir. Voilà, on avait une complexité supérieure, c'était un transformateur à intégrer, donc vous comprendrez quand je parle d'enveloppe isolante, de plan d'étanchéité qu'un transformateur à intégrer, c'est pas simple. Donc là, ça c'était une complexité supérieure. On a aussi dans ce type de programme, on a une nécessité d'être compact. Donc d'où des contraintes, hein, qu'il faut prendre en compte. Donc une circulation intérieure, ce qui fait qu'on n'a pas des logements traversants. On a des logements mono-orientés. Donc ça peut, pour l'usager, ça peut poser c'est vrai qu'il est plus simple d'avoir des logements
traversant pour pouvoir ventiler et mieux gérer les apports. Bon, ça c'était une contrainte, mais je pense que, vu les retours des usagers, je pense que ça n'a pas été mal vécu. Je passe au donc là c'était le rez-de-chaussée, enfin je vous ai montré le rez-de-chaussée, là on passe à l'étage. Les quelques points que je voulais évoquer, c'était les balcons rapportés. Donc voilà, on a des balcons métalliques qui sont ponctuellement repris sur la structure. Donc on gère les ponts thermiques de façon très ponctuelle. Donc l'isolation renforcée extérieure avec une épaisseur qui est importante et continue sur l'ensemble des murs. Et puis toute la partie technique, plutôt en partie centrale pour essayer d'éviter, pour maîtriser les passages et maîtriser, optimiser les longueurs de fluide. Là, je vous montre une coupe qui montre clairement le niveau d'épaisseur et la prise en compte de ces équipements avec une enveloppe continue. Donc ça, faut bien anticiper et bien faire une synthèse avec les lots fluides. Là, dans la gestion de ces balcons, une chose importante qu'on ne voit pas forcément, mais ces balcons gèrent aussi les apports, enfin les brises soleil, donc les apports solaires en été. Donc ça, c'est très important pour des logements passifs parce que, comme on le sait, on est comme un thermos, c'est-à-dire qu'une fois que la chaleur est rentrée, c'est très difficile de la faire évacuer. Donc il faut vraiment se protéger en été pour ne pas faire rentrer trop d'apports caloriques extérieurs. Sinon, on a vraiment un phénomène de surchauffe qui est difficilement vivable dans ce type de logement. Et là, je pense que ça fonctionne plutôt bien parce qu'on a eu des retours. Alors, on a fait, nous, plus d'une centaine de logements, hein, donc on a eu un suivi sur une centaine de logements. Donc, les retours qu'on a, c'est qu'on a, parce qu'il y avait une instrumentation, c'est que pendant les grosses phases de canicule, on était à 27 degrés. Donc, des logements très confortables pour passer ce type de phénomènes naturels qui vont, comme tout le monde le sait, ne plus se reproduire, mais être fréquents. Voilà. On a aussi, on a sur la dalle basse double isolation, à la fois sur la dalle et sous la dalle. Voilà. Et puis une particularité, c'est-à-dire comme on a une circulation intérieure, on a une cage d'escalier à l'intérieur. Et une trémie d'ascenseur, et ça, c'est vraiment des points techniques sur lesquels il faut être vigilant, à la fois pour créer cette continuité d'enveloppe isolante, ce qui n'est pas chose simple, vous voyez sur la coupe, et à la fois sur la question d'étanchéité à l'air, qui n'est pas non plus chose simple. Là, on avait une particularité, c'est qu'on avait une soupape de cage d'ascenseur étanche, et donc c'est du matériel assez, enfin, on a mis un peu de temps pour trouver ce type de matériel. Donc l'importance de bien gérer ces points techniques. On a aussi intégré du photovoltaïque, mais ça, c'était dans le règlement de la ZAC. On est sur un quartier positif, et c'est pour ça qu'on avait un suivi sur notre projet. Et puis, par exemple, sur la continuité de l'isolant en soubassement, on est arrivé sur la pose d'un prémur qui intègre de l'isolation dans son âme. Pour vraiment réaliser une continuité parfaite. Voilà. Juste pour finir, nous, on a réalisé aujourd'hui 3 projets certifiés Passive House. Donc le premier, c'était ce projet-là, Villogia. Sur un ensemble de plus d'une centaine de logements. On a réalisé aussi un projet avec un objectif d'optimisation financière du
coût du passif sur un projet à la Chantrerie. Donc on a travaillé sur l'optimisation et la rationalisation du bâtiment pour qu'il soit le plus compact possible et que les circulations intérieures soient minimisées au maximum. Donc on a appris de nos enseignements premiers pour essayer d'optimiser. Et puis on a eu aussi la chance de travailler sur un projet mixte qui était aussi bas carbone et on a pu en déduire un certain nombre d'enseignements. Donc c'est un peu ce retour d'expérience qu'on essaye de vous faire ici. Il y avait quelques points. Aujourd'hui, ce qu'on retire, c'est que le mode constructif béton est naturellement étanche, donc simplifie un peu la mise enfin l'atteinte des objectifs. Aujourd'hui, on a rencontré quelques difficultés dans un mode constructif mixte avec des mobs, pas forcément pour la question du mob, mais c'est pour les interfaces entre ces mobs. Et les difficultés des fois qu'on peut avoir sur le chantier entre corps d'état et sur la pose de ces mobs. Donc c'est pas le mode constructif qui est remis en cause, mais c'est plus simple de percer une membrane que de percer un mur béton. Donc il y a une fragilité à ce niveau qui, dans un chantier des fois un peu compliqué à gérer, où tout le monde n'est pas sensibilisé, on peut avoir beaucoup plus de dégradation que sur du béton. Voilà les enseignements qu'on tire. Je pense qu'il faut pas s'arrêter à ça mais le niveau de maîtrise de ces sujets-là des entreprises, faut vraiment être attentif. Surtout en construction bois. Le choix des entreprises et le type de contractualisation, ça rejoint le premier point, c'est-à-dire nous on a travaillé en conception-réalisation et en maîtrise d'œuvre classique. En conception-réalisation, l'intérêt d'avoir une entreprise générale qui a comme objectif d'atteindre le passif et une certification reste quand même plus simple à gérer du point de vue du maître d'œuvre qu'une maîtrise d'œuvre classique où on a pléthore d'entreprises qui ont des objectifs et des fois des enjeux un peu différents et qu'il est difficile à coordonner. C'est du vécu et les leviers des fois pour imposer ce niveau de qualité, ce niveau de sensibilisation, des fois sont énormes à déployer pour pouvoir réussir à atteindre ces objectifs. Voilà. Le choix et disponibilité du matériel, donc comme monsieur Toile aussi vous l'a dit, et nous on petit à petit aussi sur nos projets, on voit que ça s'améliore, donc ça c'est plutôt intéressant et c'est plutôt un bon signe. Mais aujourd'hui, quand même, la construction passive n'est pas un standard. Donc, le choix du matériel reste des fois un peu compliqué pour à la fois sa disponibilité, mais aussi tout simplement trouver le bon matériel pour les détails techniques qu'on a à gérer, quoi. Voilà. L'importance des réglages et de la mise en service, vous l'aurez compris, c'est des bâtiments qui sont, on va dire simples, mais dont la technicité est assez complexe. Et il y a par exemple, le réglage de la double flux, c'est un élément assez délicat à réaliser, et donc on ne peut pas rentrer dans un bâtiment s'il n'est pas réglé parfaitement. Il peut y avoir soit des inconforts, soit des dysfonctionnements qui peuvent être détectés. Donc, dans ce type de bâtiment, il est important d'avoir des réglages et une mise en service assez draconienne et assez suivie. Et puis le dernier mot qu'on voulait évoquer et c'est un peu sous la forme d'une boutade au sein de l'agence, c'est un bâtiment passif demande d'avoir un usager actif.
parce qu'il est obligé de comprendre dans quel environnement il vit et on l'évoque assez simplement, c'est-à-dire en été, on ne peut pas s'amuser à ouvrir la fenêtre pendant des périodes de canicule, sinon on a vraiment un phénomène de surchauffe qui est invivable, plus que dans d'autres bâtiments, parce que la chaleur reste emprisonnée. Et la gestion aussi des apports extérieurs, si on a des brises-soleil mobiles. Donc il est vraiment important que l'usager comprenne un certain nombre d'enjeux vis-à-vis du bâtiment dans lequel il vit, quoi. Voilà pour moi. Excusez-moi, juste sur la partie, en effet, confort d'été, qui est un point très important qu'on a relevé aussi. C'est intéressant sur les bâtiments passifs parce qu'on s'intéresse beaucoup au confort d'été et je suis entièrement d'accord avec vous. On a les mêmes conclusions qu'il faut bien fermer ses volets, mettre à disposition des occultations aussi en tant que maître d'ouvrage. Le fait qu'il y ait des balcons extérieurs aussi participe aussi au confort d'été. Mais en fait, on a relevé sur notre agence de Nantes que les gens ont encore plus de problèmes avec des bâtiments BBC mal orientés en fait. Donc, on demande, c'est toujours, quand on a quelque chose de nouveau, on est beaucoup plus attentif. C'est comme quand vous parliez des réglages, mais on devrait être correctement réglé aussi sur des bâtiments au niveau ventilation, sur des bâtiments BBC, RT 2012, en VMC, quand on fait des rénovations. Et ce n'est pas le cas non plus, puisqu'on a fait des campagnes de mesure. En fait, ce qui se passe, c'est que le bâtiment passif, on se rend compte qu'il est très robuste, qu'il a un très haut niveau de qualité, ce qui est compliqué à atteindre pour les entreprises, mais ce qui est très intéressant pour un maître d'ouvrage. Et nous, quand on a fait des mesures aussi on a comparé à des bâtiments neufs ou rénovés réglementaires pour voir en fait ce qu'il y avait derrière, on se rend compte que c'est mal réceptionné, les OPR sont mal faites, il y a des choses qu'on demande le confort d'été n'est pas bon, mais ça, personne n'en parle en fait, parce que c'est courant, donc personne ne regarde ce qui se passe. Une fois que les logements sont là, ils sont là. Donc on se rend compte qu'on focalise à chaque fois sur le bâtiment passif en disant oui, attention, il y a ça. Mais en fait, non, un bâtiment passif est bien meilleur que ce qui se passe actuellement sur la réglementation. Sauf que, comme c'est la réglementation, personne ne mesure par rapport à ça. Et je voulais juste revenir dessus par rapport aussi au côté maîtrise d'ouvrage pour sécuriser comment on peut faire un projet passif, parce que ça nécessite quand même beaucoup de qualité et on ne s'engage pas comme ça et beaucoup de rigueur sur un bâtiment passif. Nous, ce qu'on a mis en place comme stratégie chez Veolia, c'est de dire, on prend quelqu'un dans l'équipe, que ce soit le concepteur, un AMO, le bureau d'études, l'architecte, qui en veut, mais qui ait une formation passive. Il y a des formations passives qui existent, qui sont européennes, qui sont d'un excellent niveau. Et une fois que la personne a ça, on peut y aller les yeux fermés. Franchement, c'est une personne qui traitera exactement ce que monsieur a dit tout à l'heure, les points de détail, etc. et tout ça. Donc ça, c'est très, très sécurisant pour le maître d'ouvrage. 2, d'aller chercher la certification. Nous, on nous a vendu 2 opérations avec des entreprises qui ont dit on ne fait pas la certification, on fait un niveau pour faire baisser les coûts. Le résultat n'était pas… En fait, on a payé plus cher pour quelque chose qui était moins bien. Donc, vraiment chercher la certification, parce que la certification, c'est la seule garantie d'avoir vraiment le niveau de qualité. Et la certification avec les doubles contrôles au niveau des calculs, franchement, on se rend compte qu'il y a des bureaux d'études qui font des calculs n'importe comment au niveau thermique, qui ne maîtrisent pas les logiciels réglementaires. Et quand ils sont face à des contrôles au niveau PHPP, au niveau des bâtiments passifs, ça ne se passe plus du tout de la même façon. Et on a rattrapé des projets comme ça. Et les contrôles aussi en chantier, c'est exactement la même chose. Et en fait, on se rend compte derrière, en faisant des bâtiments passifs, qu'il y a un très mauvais niveau de qualité au niveau des constructions normales actuellement. Et que ça, on ne peut plus se limiter à ça. Parce on doit construire des bâtiments qui sont extrêmement performants et on a pris des très mauvaises habitudes dans le domaine du bâtiment, que ce soit dans la conception ou dans la construction, et on doit vraiment revenir à un très haut niveau de qualité. Après, on sait le faire. La preuve, le bâtiment est là depuis 2016-2017, il fonctionne parfaitement, les gens sont ravis. On est très content en tant que maître d'ouvrage d'avoir payé 15% plus cher pour que des gens ils puissent avoir des factures d'énergie qui soient complètement maîtrisées et qui puissent ne pas mourir de chaud pendant les périodes caniculaires, et qu'on ait à peu près 700 habitants sur l'ensemble de la France qui bénéficient de ce genre de choses. Voilà, je voulais juste rajouter ça que je n'avais pas pu dire et pour rebondir après par rapport à la présentation de concept. Et si je pouvais juste compléter, c'est-à-dire l'importance aussi de réfléchir. Le mot qui sort, c'est exigence. C'est vrai que tous les
tous les parties prenantes doivent être exigeants par rapport à la construction et la nécessité de réfléchir en coût global, c'est-à-dire que c'est un investissement au début, mais si on réfléchit en coût global, il y a un retour sur investissement, alors qui n'est pas forcément au niveau du maître d'ouvrage, mais qui est plutôt au niveau du locataire, mais c'est important de réfléchir en coût global. Voilà. Merci pour ces interventions. Est-ce qu'en 2-3 minutes maximum, vous pouvez faire un petit retour d'expérience sur les usagers? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Voilà, quel est leur ressenti par rapport aux expériences et aux projets que vous avez pu mener? En 2-3 minutes avant qu'on passe aux questions. Nous, le retour qu'on a eu, donc il y a eu un suivi avec Wigwam, on a fait ça sur ce bâtiment à Nantes, on l'a fait aussi à Lyon et à Lille, qui étaient nos 3 premiers projets passifs qu'on a fait. À chaque fois, c'est la même chose, c'est qu'on a interviewé les locataires, ils oublient très rapidement leurs économies d'énergie ou leurs faibles redevances. Or, quand on instrumente, on voit très bien, et quand on leur demande les factures, on voit très bien que c'est réellement très faible. Hein. Quand je dis qu'on est à 100 € pour un 24 mètres carrés là, en ECS plus chauffage TTC, c'est la réalité et c'est très robuste suivant les années en fait. Les bâtiments passifs sont très peu sensibles après à l'évolution des DJU. Ça crée vraiment un climat très stable. Donc en fait, le retour, c'est que les locataires sont très contents. C'est lumineux, c'est calme, la qualité de l'air est bonne et le confort thermique est bon. Et naturellement, ils disent ça. Et ils ne parlent même pas de la facture elle est oubliée tout de suite en fait. Et quand on leur parle de la facture, ils disent « Ah oui, c'est vrai, bah attendez, je vais la geler quelque part. Voilà. » Mais c'est naturel, c'est humain. Moi, j'ai la même chose, hein, je ne connais pas par cœur ma facture, et si j'ai une baisse de facture, bah, je l'oublie assez rapidement après. Par contre, le confort que j'ai tous les jours, etc., la qualité de l'air que j'ai tous les jours, bah, ça, je ne l'oublie pas, quoi. Donc, il y a vraiment un retour très positif. La seule chose que l'on ait, ça c'était intéressant au niveau du début, on a une petite chaudière qui assure en fait les batteries chaudes au niveau de la VMC, double flux et en même temps l'eau chaude. Eh bien, l'exploitant avait mis au maximum la chaudière parce qu'il sait qu'au début le béton il doit sécher, etc., qu'il y a des plaintes, etc. Et en final, les gens avaient beaucoup trop chaud. Et donc, c'est ça, l'inertie du bâtiment, le temps qu'on se rende compte de ça, bah, ça a pris en chaleur. Donc, il faut que les exploitants comprennent aussi comment on exploite. On a eu le même problème aussi sur une livraison d'un bâtiment passif à Lille, où là, pour le coup, ben, grâce aux enseignements de Nantes, on a réduit volontairement la puissance. Ben, les locataires, ils avaient tous acheté des radiateurs électriques, quoi. On leur a dit, mais ça ne sert à rien, dans 48 heures, ça va aller mieux. Faites juste cuire quelque chose, utilisez votre four et ça ira mieux. Et en fait, il y a ça aussi, il faut que les gens se rendent compte qu'il y a une forme d'inertie dans un bâtiment, comme dans les anciennes maisons, etc. Et tout ça. Mais sinon, non, le retour est très positif. Je voulais bien dire qu'il y a des points négatifs, mais non, globalement, ça fonctionne très très bien. Et au niveau sinistralité, on n'a rien du tout. Mais il faut être très vigilant. Ça demande énormément de rigueur. Si on n'a pas de rigueur sur la mise en place de la VMC double flux, on peut avoir des problèmes acoustiques. Si on n'a pas de rigueur par rapport à la pose des isolants, on peut avoir des points froids qui sont extrêmement gênants parce qu'on n'a plus de chauffage. Donc, si on est très rigoureux, c'est super. Si on n'est pas rigoureux, c'est la catastrophe. Voilà. Merci. Oui, c'est ce que vous disiez tous les deux, c'est qu'il faut que le projet soit vraiment axé sur la qualité dans la conception et la réalisation. Merci à vous pour ces présentations. On va pouvoir passer au traitement des différentes questions qui ont été posées dans le chat. Donc, il y en a quelques-unes. D'autres viendront certainement. Donc, Pierre-Yves est présent pour nous lister ces différentes questions et nous avons également demandé à Tugdual de revenir pour éventuellement participer aux réponses. Alors, comme tu le disais, Sylvain, il y a pas mal de questions et il y en a une qui commence peut-être par une sorte de petite anecdote, mais en même temps, c'est pas mal de commencer par ça. À un moment, Bruno ou Fabien, vous disiez que la consommation d'énergie, c'est 100 € par an. Et quelqu'un fait un petit doute, il se dit, mais c'est vrai ou il nous raconte des blagues? C'est vrai, hein, on peut donner les factures si vous voulez. Non, c'est vraiment ça. Je parle pour les studios de 24 mètres carrés. Donc l'équivalence, ce qu'on cherche là, c'est les logements jeunes. Donc dans les studios, c'est 100 € par an. Chauffage plus eau chaude, CTC. Mais il n'y a même plus de radiateur. Il n'y a qu'un sèche-serviette et puis la batterie chaude. Parce que ça, c'était une question qui est arrivée il y a pas très longtemps. Là, c'est quel est le mode de chauffage qui a été choisi sur l'ensemble de ce programme? Alors, c'est une... Je peux répondre. Enfin, je sais pas Bruno.
C'est de production centrale d'ECS aussi gaz. Comme le dit Monsieur Lasserre, c'est qu'on n'a pas de chauffage en interne et on a une double flux en fait. Et est-ce qu'il n'aurait pas été intéressant d'avoir une PAC réversible sur cette question de confort d'été dont vous avez pas mal parlé tout à l'heure, de remettre un petit peu de frais quand il faut? C'était... Aujourd'hui, on n'a pas de problème de surchauffe, même en canicule. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas chercher à anticiper un problème qu'on n'a pas, quoi. C'est le passif nous permet d'avoir un confort sans ajouter autre chose, quoi. Et tube dual, ça c'est dans tous les projets passifs, c'est à peu près ça. Souvent on entend cette question, le passif, ça veut dire quand même il faut un peu de clim l'été. Et puis en fait non. Comment ça se passe? Non, c'est-à-dire que sur des projets de type où il y a de l'inertie avec du béton, clairement, sur tout le climat nord, quand je dis nord, c'est Bordeaux-Lyon. Voilà. Il n'y a pas de souci. On rencontre ce problème que quand on a réellement de la canicule, c'est-à-dire plus de 22, 25 degrés le matin, au petit matin, et longtemps, c'est-à-dire plus d'une semaine. Voilà. On est vraiment dans le climat sud-est qui va arriver, qui arrive vraiment. Et tant qu'il fait frais le matin, il n'y a pas besoin de clim. Ouais, c'est clair. Alors, moi, personnellement, je vis dans une maison passive. Donc j'ai la chance. Les enseignements que j'en sors, c'est que c'est clair qu'il faut être actif, c'est-à-dire qu'il faut décharger le bâtiment le matin, donc il faut ouvrir. Et il faut se protéger, il faut pas que faut pas que le soleil arrive à un moment, parce qu'autrement là c'est un four. Et c'est vrai que dans un bâtiment passif, les apports internes, c'est-à-dire la cuisine, la cuisson, etc., ça vient chauffer l'atmosphère. Donc il faut aussi voilà, en période de canicule, faut pas faire une raclette, quoi, parce que ça peut monter. Voilà. Alors, je vis au centre-ville de Lille, dans un appartement des années 2000, et c'est la même chose. Donc, je dois aussi fermer les volets quand il fait 42 degrés à Lille. Non, mais ça revient à ce que je disais. C'est qu'en effet, on peut des fois stigmatiser le passif en disant oui, il faut avoir un comportement particulier. Mais en fait, c'est un comportement qu'on est obligé d'avoir. D'autant plus que c'est exacerbé je pense que c'est exacerbé un peu dans le passif parce qu'on est vraiment sur un thermos. Donc, dès lors qu'il y a un apport, dès lors qu'il y a une chaleur intérieure, elle la conserve, quoi. Donc, elle est dure à dissiper. Donc, ça conserve le frais aussi. Tout à fait. Alors, elle la conserve, mais avec le système de ventilation double flux, donc ce qu'on constate, c'est que quand on est sur une ventilation simple flux avec une entrée d'air où l'air chaud, en effet, à Lille arrive à 42 degrés, avec une VMC double flux, il va arriver à 30 degrés. Donc, il y a aussi cet effet de VMC double flux. Un bâtiment isolé au niveau passif sans double flux, là, je commence à me dire, ça peut être un peu compliqué. Et c'est pour ça que ça serait peut-être un peu compliqué après d'avoir, sur des bâtiments sans intégrer la VMC double flux. La VMC double flux, nous, ce qu'on en ressort, c'est pas uniquement pour récupérer les calories l'hiver, mais ça marche aussi l'été et ça marche aussi sur la qualité d'air. Hayden est en train de nous dire que même l'hiver, il ne faut pas manger de raclette. Ou en tout cas, il faut ouvrir les fenêtres pendant qu'on mange la raclette dans une maison passive. Mais bon, on ne va pas parler de culinaire là maintenant. Je voulais parler un peu d'argent. Vous avez dit plus 15%. Est-ce que vous avez été accompagné pour ce plus 15% ou justement vous avez raisonné en coût global et vous avez pu l'intégrer dans un modèle économique global? Nous, on n'a pas on est bailleur non occupant, on est bailleur social. Donc, au final, on ne récupère pas les économies d'énergie. Nous, on fait ça par rapport à la responsabilité environnementale, d'une part, par rapport aux émissions de CO2, consommation d'énergie, et pour les locataires aussi, puisque c'est les locataires modestes. Et à l'époque, en 2013, quand on a commencé à initier ce projet avec PC 2014, il n'y avait pas d'inflation sur l'énergie. Puis, on a même avec les inflations, l'énergie, on a la moins chère d'Europe encore. Donc, c'est un peu catastrophique à ce point-là, de ce point de vue-là. Donc, on a été volontaire. On a dit, OK, on a un peu d'argent à mettre, autant le mettre dessus et on va voir ce que ça donne. Parce que derrière, si les maîtres d'ouvrage ne sont pas volontaires et disent, on va faire un petit effort sans mettre en péril la santé financière de l'entreprise, bien sûr, ce n'est pas le but. Mais vous n'avez pas demandé de subventions spécifiques. Parce que on a essayé de demander des subventions spécifiques, mais les subventions, elles existent. Nous, les seules subventions qu'on ait eues sur des projets innovants, c'est l'Europe qui nous subventionne à hauteur de 20 ou 30%.
et on doit déposer des projets spécifiques avec un taux de réussite autour de 5%, donc c'est très compliqué. Mais après, les collectivités, elles ont plus personne n'a d'argent. On ne va pas se baser sur des subventions pour faire des choses. En tout cas, c'est pas. Ça serait bien, mais bon, on voit bien que c'est compliqué. Donc, non, on n'a pas eu de subventions en dehors des subventions classiques Bruno, pour le logement tu parlais tout à l'heure du coût global, mais j'ai l'impression qu'on en parle toujours, mais on le fait jamais. Et surtout, en fait, c'est dans un appel d'offres, on n'arrive pas à ni à le demander, on le voit pas dans les programmations, et c'est pas par hasard. Et vous, architecte, vous n'arrivez pas non plus à faire une réponse sur le coût global. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que réellement on commence à raisonner en coût global, ou est-ce que vous avez tenté de faire ça dans votre réponse? Le coût global, si, il est parfois demandé dans des concours, hein, où on juge un projet en coût global. Donc on voit l'incidence des choix techniques en amont sur 20 à 30 années d'exploitation. Donc ça, c'est demandé des fois. Et ça peut être un jugement de critère. Enfin, un critère de jugement plutôt. Mais concrètement, et en plus, on a la chance de participer à un appel d'offres assez innovant là, et on a posé cette question sur, comme c'est innovant, on pourrait peut-être réfléchir en coût global. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même les maîtrises d'ouvrage est cantonnée à son bilan financier, où elle a un investissement à faire, donc elle est obligée de relater cet investissement. Donc le coût global, c'est philosophique, mais aujourd'hui, concrètement, ça se traduit mal. À part un privé qui investit dans sa propre maison, là, c'est plus juste. J'ai l'impression que Dual meurt d'impatience de rajouter quelque chose. Ouais, parce que j'en ai fait je sais pas combien, et je crois pas qu'une seule fois la décision a été prise pour ça. Et quand on regarde sur du vraiment long terme, type du Vilogia ou des mairies, enfin des gens qui ont du patrimoine sur du long terme, où ils sont sûrs de l'avoir, quand on fait un bilan global sur 40, 50 ans, c'est énorme les différences. Parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que les équipements techniques sont tellement basiques qu'en fait, il n'y aura pas de pompe à chaleur à changer, il n'y aura pas de, etc. C'est un radiateur électrique et ça a duré, c'est 50 ans. Voilà. Et les rapports, c'est sur 40 à 50 ans, c'est un tiers de l'investissement à l'origine. Un tiers. C'est un tiers à la moitié, ça dépend. Donc mais jamais un maître d'ouvrage, en prouvant ces chiffres-là, j'en ai quasiment jamais eu un seul qui a dit OK, on y va. Et ça va coûter 5-10% en plus aujourd'hui. Nous, on a fait une étude avant de choisir le bâtiment passif, on a regardé tout ce qui était possible. On aurait pu mettre des panneaux photovoltaïques partout, mettre des systèmes de pompe à chaleur, etc., tout ça, et isoler au niveau de la réglementation. Et donc, on a fait ce calcul un peu en termes de coût global, mais en interne. Et c'est exactement ça. On s'est dit, OK, on a nos investissements sur à peu près 50 ans, nos prêts immobiliers. Qu'est-ce qui dure le plus proche de l'investissement immobilier pour l'amortissement sur un bâtiment? Ça va être sa structure, après son isolant, puisqu'il va durer 25 ans, 30 ans s'il est bien mis en œuvre et s'il a la bonne densité. Les équipements, une pompe à chaleur, elle va durer 12, 13 ans, on va devoir la remplacer, etc. Et tout ça. Après, on ne connaît pas le prix d'innovation. Et déjà, on raisonnait comme ça chez Vilogia en 2014, avant les périodes inflationnistes qu'on connaît. Et c'est comme ça qu'on a réussi à convaincre notre directeur financier et notre direction générale en disant, on investit sur des choses qui ont un amortissement le plus long possible. Est-ce que c'est intéressant ou pas? Alors, c'est une approche en coût global, mais en tout cas, si on fait une approche en coût global totale avec l'énergie, ça ne marche pas en fait. Et on a préféré renverser en disant quelle est la durée d'amortissement financière de nos prêts. Voilà. Et c'est comme ça que ça a été validé en disant oui, c'est du bon sens, ça va tenir longtemps, ça va tenir 30 ans avant qu'on vienne changer l'isolation du bâtiment. Et l'isolation du bâtiment va toujours remplir sa fonction durant 30 ans. La pompe à chaleur, je vais devoir la changer. Mon panneau solaire, voilà, ça nécessite aussi de la maintenance sur les onduleurs. Alors maintenant, un petit mot sur la rigueur de la méthode passif. On sait que c'est une méthode qui vient de nos voisins allemands. On imagine on a longtemps dit que le passif, c'est plus complexe, c'est plus compliqué. Donc, peut-être même directement à Bruno, est-ce que vous aviez une expérience auparavant, ou si vous ne l'aviez pas, comment est-ce que vous vous êtes formé à ça pour arriver à cette rigueur-là, et même qu'est-ce que vous en dites au bout du compte? Est-ce que vous y avez passé plus de temps que ce que vous aviez imaginé? Quel décalage il y a eu? Et comment vous avez intégré cette rigueur-là qui est absolument nécessaire? On parlait de qualité aussi tout à l'heure. Alors, la première expérience qui date maintenant un peu, donc c'était celle-ci, c'est Vilogia.
d'une part, enfin, le maître d'ouvrage a une part dans la. Enfin, voilà, quand il y a un engagement dès le début avec un investissement et une volonté, pour nous, c'est beaucoup plus simple, quoi. Et donc ça a été le cas. Donc on a pu tout de suite se mettre dans ces conditions-là. Donc on n'a pas souffert de ça en fait. Oui, c'est plus complexe dans le sens, en plus, on essuie les plâtres parce que le matériel n'est pas forcément là ou c'est des pratiques qu'on n'a pas l'habitude de déployer. Donc il faut réfléchir, mais ça on aime bien chez nous, donc ça ne nous dérange pas plus que ça. Ensuite, on était en conception-réalisation. Et justement, est-ce que ça vous a permis de gagner sur le chantier le temps un peu plus long en conception? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir regagné derrière en rigueur sur le chantier, donc moins de décalage, moins d'aléas? Non, mais obligatoirement, parce que c'est les choix techniques qui ont été faits, ont été évoqués et échangés avec l'entreprise. Donc il y a un moment sur ce type d'ouvrage, quand on dit voilà, nous on pense que ça c'est la bonne solution, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, on pense que oui, c'est la bonne. D'un point de vue technico-économique, c'est la meilleure. Et quand tout le monde est d'accord, bien sûr qu'en chantier, ça va beaucoup plus vite, quoi. Alors, on disait le maître d'ouvrage très engagé. Vous avez été accompagné. Comment est-ce que c'est arrivé jusqu'à vous le passif et créer cette culture de demander du passif? Comment est-ce que vous avez été accompagné, Fabien, l'équipe chez Vilogia? Est-ce qu'il y a une culture du passif qui s'est installée petit à petit? Vous avez eu besoin d'un AMO? Oui, alors nous, on a une direction de l'innovation, à peu près une dizaine de personnes chez Vilogia, ce qui est un peu unique chez les bailleurs sociaux. Donc on a étudié pour se préparer justement à la RE 2020, après la directive européenne de 2010. On a regardé tout ce qui existait. Et donc on est tombé sur une des solutions, c'était les bâtiments passifs. On s'est dit que c'était intéressant. On a discuté avec différents bureaux d'études, etc. Et en effet, on a pris dans l'équipe, donc là c'était notre premier bâtiment passif à Nantes. On est parti donc en conception-réalisation et on a pris en plus un AMO qui avait fait la formation qui s'appelle Energélio. Voilà. Et puis après, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est dit à chaque fois dans les équipes, qu'on soit en conception-réalisation ou pas, on va prendre quelqu'un. Alors souvent, c'est soit l'architecte, soit le bureau d'études fluides qui suit ce genre de formation, qui a été formé parce que c'est quelque chose de spécifique. Et après, on s'est dit, au-delà de ça, il faut qu'on forme, nous aussi, les responsables de programmes immobiliers. Parce qu'il faut qu'ils comprennent qu'il y a un changement aussi. On ne peut pas demander aux autres de changer, sinon on ne change pas non plus, si on n'est pas une maîtrise d'ouvrage éclairée. On a regardé s'il y a des formations qui existaient. Les formations, elles étaient un peu moins dans cette période-là. Donc, on a créé. On a demandé à un bureau d'études de faire une formation sur mesure pour Vilogia, en fait. Et on a formé pendant 4 ans tous nos responsables de programmes immobiliers à cette formation sur le passif qui dure à peu près 2 journées, avec une journée théorique, une demi-journée de visite de site et une journée théorique plutôt chantier. Donc tout le monde avait le même niveau de compréhension. On a diffusé tout ça. Voilà, et puis ça a été fortement soutenu aussi par la direction générale au niveau de Vilogia. C'est vraiment dans le projet d'entreprise stratégique. Sur 2 projets stratégiques, ça a été reconduit. Nous, on a alimenté derrière avec les retours d'expérience, puisqu'on s'est dit les 3 premiers projets, on va faire un retour d'expérience avec un suivi exact, parce qu'il faut voir si c'est une impasse ou pas. Des fois, quand on innove, ça peut être une mauvaise idée aussi, mais il faut évaluer. Non, ça ne sert à rien d'innover. Et voilà, donc on a fait un accompagnement global. On ne s'est pas dit on va faire une vitrine, parce que ça ne sert à rien. Si on y croit, on y va vraiment. On doit former aussi la maîtrise d'ouvrage. On a formé les exploitants aussi sur les contrats d'exploitation. On a mis en place les contrats d'exploitation VMC double flux. Enfin, on a fait une approche globale. Justement, sur les exploitants, ça nécessite des contrats d'entretien spécifiques. Vous avez modifié un certain nombre de choses dans vos contrats habituels. Oui, ça, on a fait ça en 2015-2016. C'était compliqué. C'est plus simple maintenant pour trouver en résidentiel, entretenir de la VMC double flux en collectif, parce qu'on n'a pas du tout fait de maison individuelle en passif. C'est compliqué. On a dû discuter avec les directions techniques des exploitants, etc., modifier ensemble les contrats. Maintenant, c'est plus facile, mais ça a été compliqué. Mais bon, voilà. Et dernier, on a vu la conception, on a vu évidemment la maîtrise d'ouvrage, l'exploitation et les usagers. Il y a un moment, je crois qu'il y a une question, c'est une des premières questions, est-ce qu'il faut former les usagers? Est-ce que vous les avez formés? Est-ce que vous les accompagnez? Est-ce qu'il faut leur expliquer un peu comment ça fonctionne? Alors, au début, on pensait que oui.
Après 2-3 opérations, on s'est dit que certainement pas. Voilà. Donc en fait, on s'est dit, mais c'est même le retour des locataires qui disaient, mais on n'est pas des cobayes, hein. Laissez-nous vivre chez nous tranquillement. Non, mais c'est vrai. On est là, on se dit, on va les mettre sous cloche, des cobayes. Attention, vous êtes sur un bâtiment passif, etc. En fait, vous êtes chez vous. Si vous avez un problème, vous appelez Vilogia, hein, vous avez le numéro de téléphone, espace locataire, et puis c'est tout. Et puis, en revanche, on leur dit, attention, le confort d'été, mais ça marche tout le temps. Bouchez pas les entrées d'air, mais ça marche à chaque fois, etc. Faites pas du gruyère avec les trous, mais ça marche dans tous les baux d'habitation, etc. Donc, on rappelle ce qu'on rappelle à tous nos locataires. C'est tout. Et au final, c'est ce qui marche le mieux. Dès qu'on commence à leur dire, on va vous expliquer comment il faut qu'on vive chez vous, c'est bouclier. Je ne suis pas un cobaye, je ne suis pas un rat de laboratoire. Donc ça, vous l'avez fait en interne, hein. Okay. Pas d'association, pas de structure extérieure pour faire ce type d'accompagnement. Non, on a juste fait sur nos 3 premiers projets passifs, on a été accompagné par des structures externes. Donc Wigwam sur Nantes, c'était une autre société sur Lille et une autre société aussi sur Lyon. Et à partir de là, on a fait le bilan. Et après, on s'est dit, ça ne sert à rien d'être accompagné à chaque fois, ça coûte de l'argent en plus, mais c'est important sur les premiers. Et sur un maître d'ouvrage qui se lance sur les bâtiments passifs, c'est important d'évaluer au début et de commencer à se faire accompagner et de faire un bilan avec l'entreprise qui suit. Alors, je pense que c'est important ce qui a été dit, parce que c'est vrai qu'on a tous en tête qu'il faut un accompagnement, mais en fait, cet accompagnement, on voit qu'il est dédié aux gens qui ont plus le bon sens, en fait. Voilà, plus de bon sens, c'est-à-dire de ventiler le matin, etc. Et ça se retrouve dans tous les bâtiments, et les conséquences sont exactement les mêmes dans tous les bâtiments, en fait. Et donc, s'il y avait un accompagnement à faire, en fait, ce serait pour l'ensemble des usagers, pour retrouver du bon sens dans la maison, quoi. Enfin, voilà. Oui, alors accompagner au bon sens. Et puis nous, il faut regarder en termes de gestion aussi, parce que là, on regarde un bâtiment, mais on a 20 bâtiments comme ça, donc à un moment, et puis les locataires, ils changent. On ne peut pas demander au chargé de clientèle de reformer au bâtiment passif à chaque fois. Donc, nos 20 bâtiments passifs, ça y est, hein, il y a des gens qui ont tourné 3 fois déjà dedans, etc. Donc, on s'est dit, on va faire quelque chose de standard pour tout le monde, pour nos 80 000 logements, parce que nos chargés de clientèle, ils ont eu ces formations aussi, c'est quoi un bâtiment passif, mais c'est pour eux, pour leur culture générale, pour qu'ils comprennent, si on leur pose des questions, etc. Mais on leur dit surtout, on ne parlait pas à vos locataires. Et après, vous avez une gestion courante, sinon on leur met du boulot en plus à gérer. Ah non, mais alors un bâtiment passif, il faut le gérer comme ça, il faut que tu fasses la procédure machin. Et puis un bâtiment RE2020, c'est comme ça. Et puis un bâtiment en bois, attention, c'est comme ça. Et puis un bâtiment comme ça, c'est comme ça. Alors ils n'ont pas le temps, ils gèrent des logements. Hein, donc voilà. Alors maintenant, quelques questions un peu techniques qui sont arrivées. Il y en a une qui vient d'arriver sur les brises-soleil. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas automatisés en fonction de l'orientation du soleil dans la journée? Est-ce que vous y avez pensé? Est-ce que c'est une histoire de coût? Bruno ou Fabien? Alors, nous, on a un retour dessus sur les brises-soleil. On a testé aussi, pas sur ceux-là, mais à Lille. Pour nous, en tout cas, notre retour, c'est que c'est une fausse bonne idée. On veut optimiser les choses et le retour, c'est que les BSO orientables, théoriquement, ça marche très bien si les gens ne touchent à rien, mais voilà. Sauf que les gens, il y a plein de gens différents qui vivent différemment dans leur logement et c'est pas assez robuste. Nous, on a trouvé que la meilleure solution, c'est le bon vieux volet roulant extérieur. Alors, on peut tester du textile aussi, enfin, l'occultant extérieur, voilà, qui se manipule. Voilà, les gens, ils ont l'habitude, ils savent. Et après, on a une stratégie quand même passive, c'est-à-dire qu'on a des équipements de balcon, on a des brise-vues qui font brise-soleil. Enfin, il y a tout un tas de dispositifs passifs qui permettent de gérer ces apports solaires. Et je pense que ça, c'est comme l'a dit Monsieur Lasserre, c'est que on investit dans des choses qui durent 50 ans plutôt qu'un brise-soleil qui peut se casser 2 ans après et on a une maintenance et ça coûte cher. Et en plus, c'est vraiment lié à l'usager qui doit être des fois formé par rapport à ça, quoi. Donc, alors, Tugdual. Oui, juste, je suis d'accord, plus c'est simple et plus ça fonctionne. Voilà, c'est vraiment ça. Quitte à être moins bon en thermique, etc. Super. Alors, j'ai d'autres petites questions comme ça, hein, si on peut répondre assez rapidement. Récupération des eaux grises, vous y avez pensé? Vous avez fait quelque chose là-dessus? Pas sur ce bâtiment, mais nous, on l'a testé sur 2 bâtiments passifs, un à Lille
et deux dans la banlieue de Lille, dans le centre de Lille, et ça marche très bien. Et ça marche tellement bien, enfin, ça marche bien théoriquement. Là, on va instrumenter parce qu'il y a peu de retours réels in situ. En fait, il n'y a que des tests banc d'essai. Mais si ça marche bien et si on se rend compte normalement, c'est-à-dire qu'on est entre 40 et 60% de récupération suivant les systèmes qui existent. Si ça marche bien, nous, on trouve que c'est même plus intéressant que de l'eau chaude solaire, puisque c'est plus robuste, plus facile et on économise autant. Voilà. Mais on attend, et le problème qu'on a, c'est qu'on a très peu, nous, chez Vilogien, on teste, mais on mesure derrière. Et on a très, très peu de mesures au niveau national là-dessus. Et je trouve que c'est assez triste, en fait. Mais oui, on a testé, pas là-dessus, mais sur... Deux questions sur les menuiseries. Une qui vient d'arriver sur est-ce qu'elles sont oscillo-battantes? En fait, quel type d'ouverture vous donnez à vos usagers? Et le triple vitrage, est-ce qu'il ne serait pas pertinent au sud? Justement, pour cette question d'apport solaire, est-ce que vous y avez pensé de mettre du triple vitrage au sud? Alors, Bruno? Alors, pour le triple vitrage, alors le silo battant, je sais plus, je laisserai T'as plus en monsieur mémoire Nasser, comment parce que c'est? je sais plus si sur le triple vitrage on avait la possibilité, parce qu'avec le poids, je sais plus. Mais pour la question du double, du triple vitrage, clairement, c'est un calcul bénéfice, avantage, désavantage. C'est-à-dire, au sud, on a plus d'apport que de déperdition, donc ça vaut le coup. Enfin, on reste sur du double vitrage. Au nord, on a plus de déperdition que d'apport, donc on met du triple vitrage. Enfin, c'est assez calculatoire là. C'est les calculs qui Ouais. dictent, en fait. Hein. Voilà. Une question, peut-être pour vous, Fabien, sur pourquoi est-ce que les logements sont en PMR? On ne sait pas. Bon. D'accord, quelqu'un a noté ça tout à l'heure, était un peu étonné. Maintenant, peut-être plus technique sur les différents matériaux. Donc, on a vu, vous avez une structure béton. Souvent, on entend parler du passif lié au bois. C'est peut-être une question pour Tugdual. Est-ce qu'il y a un matériau de prédilection? Et aussi, avec le matériau, est-ce qu'il y a des acteurs? Est-ce qu'il faut plutôt chercher des constructeurs qui ont l'habitude de faire du passif, ou n'importe qui peut arriver à faire du passif? Alors, si tu cherches quelqu'un qui sait faire du passif, tu ne trouveras personne. Voilà. Non, en fait, au niveau des acteurs, il faut simplement qu'ils aient une politique qualité normale. C'est exactement ce que disait Fabien, etc. Des entreprises qui veulent bien faire, ni plus ni moins. Voilà, c'est pas compliqué. Quel que soit le lot. Et le matériau, peu importe aussi. Les matériaux, aujourd'hui, il y a vraiment tout. La vraie difficulté, c'est les menuiseries. On préconise plutôt Alors, en logement collectif, on reste sur du PVC pour des questions de budget, mais sinon, du bois fonctionne très, très bien. C'est un peu le retour du bois, des menuiseries bois. Voilà. Mais non, à peu près tout fonctionne à partir du moment où c'est de qualité et c'est correctement posé. Et par contre, ça pose la question du contrôle. Ça, c'est clair. Le contrôle n'est plus le même. Ça, c'est obligatoire. On est obligé de faire du contrôle sur tout. Tous les lots. C'est pas le même job en maîtrise d'œuvre. Ça, c'est clair. La compatibilité avec l'Aéro 2020, ça s'insère bien. On arrive à faire les deux. Oui. C'est parfait. L'Aéro 2020 a fait augmenter les prix du bâtiment. Et vraiment, c'est très facile de faire. Enfin, dès qu'on est en passif, on passe en RE sans aucun problème sur toute la partie énergie, y compris confort d'été, etc. C'est plus un sujet. Et on est aussi sur les 15% de surcoût à peu près, ou justement, comme tout a augmenté avec l'Aéro 2020, on a lissé le surcoût? L'Aéro 2020, l'analyse qu'on a fait, c'est sur un projet basique où il y a déjà une optimisation. Allez, on va être sur du 3% en plus, uniquement lié à l'ARE 20. Je ne parle pas des matériaux. Et quand on compare aux hausses des matériaux, on est facilement sur du 20-30%. Donc, ce n'est pas le sujet en budget. Et en passif, en fait, on garde les mêmes solutions qu'on avait avant. Classiquement, chauffage électrique direct, des choses comme ça. Et après, l'eau chaude, c'est toujours la même. Ça ne change pas. Voilà. Donc, pas de problème.
on s'oriente vers la fin. Monsieur Lasserre, le taux de renouvellement des habitants, vous avez une différence, vous avez noté une différence de taux de renouvellement entre des gens qui habitent dans des bâtiments passifs et d'autres, ou vous l'avez? Non, parce que ce qui les intéresse, les gens, c'est là où c'est placé, en fait. C'est dans l'immobilier. Voilà. C'est le lieu, en fait. C'est pas la performance du bâtiment. C'est le lieu. Donc, ça dépend du lieu. Je crois, Sylvain, qu'on a abordé toutes les questions, à part celle sur la valeur des isolants à respecter, et une qui vient d'arriver sur les tests d'étanchéité pour les réseaux de ventilation. Mais je ne sais pas si on ne rentre pas là dans des niveaux de détail un petit peu trop importants. Mais à ta disposition maintenant, je pense qu'on est vers la fin de... Alors effectivement, il y avait une petite question peut-être complémentaire. Est-ce que, pour Monsieur Lasserre, est-ce que vous avez vu une baisse des impayés, notamment liée à la baisse de la facture énergétique? Est-ce que ça, vous avez pu remarquer quelque chose là-dessus? Je pense que ça peut aussi intéresser les maîtres d'ouvrage. Non, on n'a pas vu de baisse des impayés. Ça se situe, non, enfin, on n'a pas des impayés très très élevés. En fait, ça dépend beaucoup du type de personnes en fait qui sont dans les logements. Par contre, on a constaté une corrélation entre les bâtiments avec le DPE les pires et les impayés. Ça, oui. Ça, on a fait des études de corrélation. On s'est rendu compte que c'est complètement corrélé. Par contre, sur les bâtiments passifs, on est dans la moyenne des impayés. Pour le dire autrement, plus les gens payent de chauffage, moins ils peuvent vous payer vous. C'est ça? Oui, c'est ça. Très bien, ben merci à tous, merci aux participants aux participants pour toutes les questions, merci aux intervenants pour toutes les réponses. Donc, dans les grandes lignes, ce qu'on peut en retenir, je pense, c'est que pour faire un projet passif, il faut le décider au départ, il faut se former, s'entourer et surtout s'attacher à la qualité et au contrôle dans la réalisation du programme de travaux. Voilà. Alors, pour faire peut-être un petit peu le lien avec entre le passif et la RE 2020, bon, bah, c'est surtout le sujet du carbone qui a développé pour passer sur la RE 2020. Et en Pays de Loire, on a quand même la chance d'avoir pas mal de ressources à disposition des maîtres d'ouvrage ou des porteurs de projets. Donc rapidement, je vais vous présenter la liste des ressources disponibles que vous pouvez contacter pour vous faire accompagner sur différents sujets. Donc Juliette, si tu veux bien lancer la présentation. Donc cette présentation sera accessible par la suite à tous les participants. Et l'idée, c'est que vous ayez les contacts si vous avez besoin pour vous faire accompagner ou vous renseigner sur certains sujets. Alors, au niveau national, on a déjà plusieurs structures. Donc, il y a l'Association française de la promotion et de la construction de la filière passive qui permet d'avoir accès à un certain nombre d'informations, d'avoir des réponses aux différentes questions. Et il propose également un annuaire des professionnels pour se faire accompagner sur les projets passifs. Donc, ça peut être relativement intéressant de consulter ce site. On a également la Fédération française de la construction passive qui rassemble tout un ensemble de professionnels et qui répond à petit peu près aux mêmes enjeux et qui propose également des formations et puis de l'accompagnement pour la certification des différents projets. Donc même chose, n'hésitez pas à aller consulter ce site et à les contacter. Par ailleurs, en termes de retour d'expérience, il y a Passive House Database qui présente un ensemble de projets passifs réalisés donc à l'échelle internationale. Donc en Pays de Loire, on a 48 bâtiments qui sont présentés sur cette base de données. Au niveau national et international, il y en a beaucoup plus. Et donc ça présente le bâtiment et les acteurs qui ont réalisé ce bâtiment. Donc ça peut être assez intéressant pour des retours d'expérience. Au niveau plus local, donc en Pays de Loire, on a le groupe Carrément Passif qui a été présenté initialement par Pierre-Yves en tout début de session, donc qui rassemble un réseau d'acteurs et qui sert un petit peu de centre de ressources pour la promotion et la massification de la construction passive. Donc dans ce groupe, on retrouve donc Fibois Pays de Loire, Atlansen et Nova Build. Voilà, donc 3 groupements locaux sur ces thématiques-là.
On a également, pour aller sur le volet carbone de la construction, il y a le collectif Biosourcé en Pays de Loire qui promeut l'utilisation des matériaux biosourcés. Donc dans ce collectif, en fait, on va retrouver le collectif Paille Armoricain pour la promotion de la construction paille, avec les règles de construction également qu'il développe par ailleurs. Construire en chanvre, donc pour le chanvre, où on a quand même la chance en Pays de Loire d'avoir pas mal accès à cette ressource. Fibois Pays de Loire, le collectif des terreurs armoricains pour la construction de terre, le PNR de Brière pour la filière roseau. Et donc ce groupement donc, est accompagné par les acteurs institutionnels classiques, la DREAL, la région, Ecobat et Novabuild également. Et donc on a via ce collectif, on a accès également à un annuaire des acteurs du biosourcé. Et il y a des formations qui sont proposées régulièrement en Pays de Loire sur ce sujet. Donc n'hésitez pas à consulter cette documentation et à vous inscrire aux formations qui peuvent être proposées, qui ont lieu en général sur une journée et demie ou 2. Donc sur l'utilisation des biosourcés, il peut également y avoir en complément des informations sur tout ce qui est réemploi de matériaux dans la construction. Voilà, donc on est sur une formation vivante qui s'élargit d'année en année pour répondre aux différents besoins et attentes des participants. Et il y a également donc le réseau des énergies renouvelables en Pays de Loire, donc même principe pour la promotion des énergies renouvelables. Vous pouvez vous faire accompagner par tout un ensemble d'acteurs pour avoir des informations sur les énergies renouvelables, vous faire accompagner dans la réalisation de vos projets, leur financement également, notamment par le fonds chaleur qui est porté par l'ADEME et qui est porté par les cotères au niveau local. Voilà, et donc la liste des structures qui peuvent vous accompagner en fonction de votre localisation géographique est accessible via le lien qui est mis dans la diapo. Voilà. Et par ailleurs, on a également donc l'Observatoire de la déconstruction en Pays de Loire. Donc là, on sort un petit peu du sujet purement passif ou juste carbone, mais on rentre un petit peu dans le sujet du réemploi, alors qui est très important dans la RE 2020 également. Donc la cellule économique régionale de la construction a réalisé donc une cartographie et puis des études territoriales également sur les chantiers de déconstruction pour éventuellement avoir accès à la disponibilité des matériaux ou des ressources dans le réemploi. Alors n'hésitez pas à la consulter, n'hésitez pas non plus à vous renseigner sur ce sujet-là. Vous pouvez avoir des projets, vous, de déconstruction qui pourraient rentrer dans ce cadre-là et servir à d'autres maîtres d'ouvrage pour leur transmettre tout simplement des matériaux. Et dans le cadre de la RE 2020, c'est assez bien valorisé par rapport à l'impact carbone des matériaux issus du réemploi. Voilà, donc cet ensemble de ressources est à votre disposition. N'hésitez pas à contacter les différents acteurs, à consulter les différents éléments d'information et éventuellement à revenir vers nous après si vous avez de plus amples questions ou besoin d'informations. Voilà, donc on va s'approcher de la fin de ce webinaire. Pierre-Yves, je ne sais pas si entre-temps tu as pu identifier 2-3 autres questions qu'on pourrait traiter en lien peut-être avec les ressources ou d'ordre plus général. Il nous reste 2-3 minutes. Il y a beaucoup de merci, Sylvain. Mais est-ce qu'il y a des nouvelles questions? Je pense qu'on a vraiment tout abordé, Sylvain. Donc on peut... Très bien. Eh bien, un grand merci aux participants, merci aux intervenants, merci Pierre-Yves et Juliette pour l'organisation de ce webinaire. Et puis, l'État et la région pourront continuer à vous accompagner sur ces différents sujets si besoin, pour toutes ces questions de logement des jeunes et de construction passive. Juliette, peut-être une précision, est-ce que le webinaire sera disponible en visio pour ceux qui n'ont pas pu participer ? Alors, à tous ceux qui sont inscrits, ils vont recevoir dans quelques instants le lien pour pouvoir voir le webinaire, donc y compris ceux qui n'ont pas pu venir, mais qui se sont inscrits. Et ensuite, nous, on va le mettre sur la chaîne YouTube de Novabuild dans la journée ou en début de semaine prochaine au plus tard. Très bien, parfait.
N'hésitez pas, du coup, messieurs les maîtres d'ouvrage, à le transmettre à tous ceux qui n'ont pas pu y participer, et en espérant que ça ait pu vous convaincre, si ce n'est de vous lancer dans le passif, au moins d'y réfléchir. Sur ce, je vous dis à bientôt. Je ne sais pas, Arnaud, si tu veux rajouter un petit mot pour l'État. Alors, je crois qu'il n'est pas sur scène. Il faut qu'il vienne. Est-ce que Juliette peut proposer à Arnaud de nous rejoindre sur scène pour faire le mot de la fin? C'est toujours l'État qui conclut, hein, c'est ça, Sylvain, dans les... C'est pas une obligation, c'est juste s'il souhaite rajouter un dernier mot par rapport aux politiques de l'État sur le sujet. C'est quand même une compétence de l'État, le logement, donc... Alors, je ne sais pas si on m'entend. Oui. C'est bon? Oui, c'est bon. Eh ben, je trouve que l'objectif qu'on avait dans ce webinaire est parfaitement rempli. Personnellement, je reprends le suivi de la qualité de la construction au niveau de ma division, et c'est des thématiques qu'on suivait de plus loin. Et ça me donne envie de faire le relais dans des programmations, notamment du logement social. Et je vais voir comment on va aller plus loin dans ce domaine-là. Mais en tout cas, pour ma part, j'étais déjà convaincu, mais je le suis encore plus. Alors, j'espère que nos partenaires le seront, et nos auditeurs aussi. Et en tout cas, on va faire la promotion du logement passif dans les différentes instances qu'on peut piloter, et voir si on peut développer et améliorer cette qualité. Je pense qu'on n'a pas trop le choix, en fin de compte. Et donc, il faut aller dans ce sens-là. Très bien, merci beaucoup Arnaud. Tant mieux si c'est pris à bras-le-corps par l'État. Ça sera certainement plus facile à promouvoir par ailleurs sur le territoire et auprès des porteurs de projets. Je pense qu'on arrive à la fin. Merci à tous. Bonne continuation. Merci. Et puis, voilà, je crois que ça va s'arrêter là. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci. Et au revoir. Au revoir à tous.